Bonjour à tous. Alors, au contraire de l'option AIM, l'option Docomomo, c'est une très jeune option, c'est notre deuxième année. Celle-ci, on a donc débuté l'année précédente avec un module qui s'est construit autour d'une question qui était celle des bâtiments qui avaient fait objet d'une restauration ou d'une rénovation. Et c'est une option qui se constitue autour d'une part d'un duo qui est moi, Véronique Beaune, auquel serait théoriquement associé aussi notre doyen Pablo Loas, mais qui pour l'instant est occupé à d'autres activités, qui donc nous rejoindra une fois qu'il terminera son activité de doyen. Et avec l'aide de Michel Provost, qui l'année dernière aussi faisait partie de l'équipe. On a une option qui s'appuie beaucoup sur des interventions extérieures, des contributions extérieures qu'on a eues aussi l'année passée. Cette année-ci, on a toute une série d'intervenants qui vont participer donc aux travaux de l'option, mais qui vont surtout amener leur expertise sur les questions en général du patrimoine moderne. Alors, qu'est-ce que c'est Docomomo ? En fait, Docomomo, c'est un sigle d'une association internationale qui a été créée il y a plus ou moins 25 ans et qui a comme objectif, en tout cas avait comme objectif au départ, l'idée de s'occuper à préserver ce qui était le mouvement moderne. Avec les années, cette idée de mouvement moderne est devenue plurielle, c'est-à-dire que la historiographie a fait qu'on ne parle plus que du mouvement moderne, on parle de mouvement moderne en pluriel, parce qu'il y a plusieurs courants architecturaux qui ont finalement été considérés part intégrante de l'histoire de notre architecture du XXe siècle. Pourquoi cet intérêt ? Tout simplement parce que à la fin des années 80, début des années 90, on a commencé à se rendre compte du fait que cette architecture, qui était une architecture qui avait dominé l'évolution du XXe siècle, et spécialement l'après-guerre, était celle qui avait produit le plus grand nombre de constructions dans le monde entier, mais qui ne faisait pas objet d'une relecture et d'une préoccupation par rapport à son avenir. Et donc l'idée était celle d'essayer d'étudier cette architecture le jour après. Ça veut dire que nous, on a hérité d'une historiographie qui nous a toujours donné les images des bâtiments au moment où ils étaient réalisés et qui très rarement nous a parlé de comment ces bâtiments étaient vécus, comment ils étaient transformés, utilisés, modifiés, agrandis, diminués, etc. Donc Docomomo est né avec ce but-là, de se préoccuper de tout ce qui s'est passé après, d'identifier ces architectures qui méritaient d'être d'une manière ou d'une autre conservées, soit parce que on les considère des monuments, soit parce que leur qualité leur permettait de continuer à vivre dans le temps et d'être donc préservés. Pour ce faire, par contre, il y a tout un travail complexe, qui est un travail d'étude historique du bâtiment, non seulement de comment il a été pensé, fabriqué, mais aussi de comment il a vécu. Alors, dans l'option, qu'est-ce qu'on fait ? On fait, naturellement, on a des conférences, on a des cours, on a des visites, et on a surtout un travail qui est le cœur de l'option. Le travail qui, donc cette année-ci, comme David l'a expliqué, sera fait en association avec l'option AIM, dans le but de composer des équipes, donc des binômes d'une part et d'autre, qui travailleront ensemble sur les mêmes objets, avec naturellement des caractéristiques différentes, même si le travail des uns va alimenter le travail des autres. Alors, je reviens un instant sur Docomomo pour vous expliquer. C'est une institution internationale. Ça veut dire qu'elle existe dans plus ou moins 80 pays au monde, donc dans des pays où il y a des facultés d'architecture plus ou moins développées. Du coup, cette sensibilité vis-à-vis de la construction du XXe siècle est significative. Donc, dans le cours d'une quinzaine d'années, il y a plusieurs sections. On les a appelés des parties, qui se sont constituées dans chacun de ces pays, qui sont mises en réseau avec Docomomo International. Et donc, chacune d'elles fonctionne de manière autonome, mais toujours en relation avec tout ce qui se passe ailleurs. Une grande partie des activités tourne autour d'une revue qui sort 2-3 numéros par an et qui permet en fait à différents acteurs du monde entier d'y amener des contributions. Et c'est une revue d'une très grande valeur, disons, scientifique, parce que leurs contributeurs sont en général
tous des spécialistes de ces questions et qui permettent très souvent de focaliser sur des questions qui peuvent être aussi très très précises, qui vont de questions de nature technique à des questions de nature épistémologique, interprétative et historique. Ce qui veut dire que, au travers de ces publications, on a devant nous un cadre de toute la variété de problèmes face à laquelle on se retrouve quand on est devant un bâtiment qui a 60, 70 ans et sur lequel on doit intervenir. Et on doit se poser la question de pourquoi on intervient, à quoi ça sert à intervenir et comment on intervient. Alors, DoCoMoMo a naturellement toute une série d'activités qui sont souvent des colloques, des conférences, des cycles de visites qui se font toujours dans une logique internationale. Donc chaque fois qu'un pays ou une ville organise une activité, elle met tout de suite ça en réseau pour inviter des gens du monde entier à fonctionner, ce qui permet aussi de faire avancer beaucoup les concepts. Le concept central, vous le voyez au centre, c'est celui de réussir à former des citoyens qui deviennent eux-mêmes des experts sur cette question-là, qui donc amènent leur savoir sur les lieux qu'ils ont vécu, qu'ils ont utilisés et qui donc participent à construire, disons, la mémoire et l'histoire de cette architecture. En Belgique, il y a depuis quelques années, DoCoMoMo Belgique s'est reconstitué autour d'un groupe de jeunes architectes et de jeunes enseignants, et avec toute une série d'activités qui sont menées assez régulièrement partout dans le pays. C'est une des seules institutions culturelles aujourd'hui qui fonctionne de manière fédérale, dans le sens que les flamands, les néerlandophones, les francophones et les bruxellois, ils sont représentés en même titre et fonctionnent en parallèle. Et donc, on a aussi un financement qui nous vient de différentes sources. On a un site web, donc docomomo.be, qui permet de suivre donc, au jour le jour les activités. Autre chose importante, qu'autour de DoCoMoMo, il y a plein d'autres initiatives qui focalisent sur ces questions-là. Je vous en ai mis juste quelques-unes. Et donc, il y a d'autres institutions ou associations qui travaillent un peu dans le même objectif, qui sont tous des gens qu'on connaît, avec qui parfois font aussi partie de DoCoMoMo, mais qui donc mènent des initiatives qui vont soit dans la popularisation de cette question-là, soit dans les études, soit dans des circuits de visite. Alors, juste un petit parcours pour voir qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière. On a beaucoup visité, on s'est beaucoup déplacé parce que les sujets sur lesquels on avait proposé de travailler étaient tous concentrés dans la région bruxelloise. Donc on s'est beaucoup déplacé à l'extérieur, même si on a beaucoup visité aussi à Bruxelles. Et dans ces nombreuses visites, on a pu voir des choses très différentes entre elles. On a eu beaucoup de rencontres avec tous des gens qui sont très impliqués directement, soit par leur activité professionnelle, soit par leur activité de recherche ou administrative dans les questions de patrimoine. Et on a travaillé sur toute cette série de bâtiments que certains vous connaissez certainement, donc le bâtiment de l'INR, donc le Flagey qui est ici à côté, par exemple, qui a fait lui objet d'un travail de rénovation en profondeur. Donc, de quoi on s'est intéressé? De bâtiments qui avaient eu l'occasion d'être rénovés ou voire restaurés, et de voir comment ça s'est fait, comment ça s'est produit. Donc les étudiants ont été amenés à faire un travail de recherche par rapport à l'histoire du bâtiment et à l'histoire des interventions qui ont été faites progressivement. Cela s'est fait grâce à la collaboration naturellement des bureaux d'études qui ont participé à ces travaux-là, avec des résultats parfois assez surprenants parce qu'on a réussi à dénicher pas mal d'archives qui étaient des archives dormantes, mais qui ont permis aussi d'avoir un tableau des pratiques de comment on intervient. Alors, on a pu visiter beaucoup de bâtiments qui étaient au seuil de cette situation de danger, de changement, comme ici la Royale Belge, qui entre-temps, entre le moment où on a été faire la visite avec Francis Metzger, qui est enseignant ici dans notre faculté. Entre-temps, ce bâtiment a été vendu. Aujourd'hui, il va devenir bientôt l'ambassade des États-Unis. Et donc, c'est un bâtiment assez exceptionnel des années 70, mais qui est extrêmement délicat dans ses éléments. Et donc là, on a pu voir, dans l'étude préalable que Francis Metzger a menée sur ce bâtiment, toutes les problématiques face auxquelles un bureau d'architecture chargé d'une intervention sur un bâtiment pareil devait se faire charge.
On a eu l'occasion de visiter des chantiers, notamment un chantier qui était très intéressant, était celui de l'église Sainte-Suzanne à Schaerbeek. On y était avec un architecte qui est reconnu aussi internationalement comme un des plus grands experts sur les questions de béton, qui est Guy de Stegen. Et donc on a pu monter et voir le travail au moment où il se faisait, discuter même avec les ouvriers qui étaient en train d'œuvrer sur place, sur des techniques qu'on utilise pour, par exemple, réparer les bétons, qui est une des problématiques les plus complexes qu'on a aujourd'hui dans la construction. On a pu visiter des bâtiments qui venaient d'être rénovés. Ici, une célèbre maison qui est la maison d'Outremont, rue de l'Échevinage, donc une des œuvres majeures de l'architecte belge Louis Herman de Koning. On a pu la visiter donc avec l'architecte Frédéric Rosset qui s'est occupé de la restauration, et on a vu là par exemple toute la problématique de ce que c'est l'habitat unifamilial et du fait que le mode d'habiter évolue entre les années 20 et 30, les années 50 et aujourd'hui, et comment on peut l'adapter tout en conservant de manière très subtile et très intelligente tous les éléments qui caractérisent les qualités de cette architecture, tout en l'adaptant à un mode de vie actuel. Alors, on a pu aussi visiter des bâtiments problématiques, qui sont très problématiques, donc comme des sites. Ici, nous sommes à la cité industrielle de Klein-Russland, à Zelzate, en Flandre. C'est une des premières formes de cité qui a été construite en Belgique, mais qui donc, comme tout ce genre de bâtiments, très très fragile parce que construite avec des techniques expérimentales. Là, on a pu faire une visite avec Anne Verdon, qui est spécialiste aussi de ces questions-là, qui nous a montré, par exemple, tout le travail de test qu'on fait sur les bâtiments pour comprendre comment et si on peut intervenir ou pas, s'il y a moyen de faire quelque chose ou pas. Et donc, pourquoi ? Parce que derrière ça, naturellement, il y a des gros budgets qu'il faut dégager pour pouvoir intervenir et faire ce genre d'activité. Alors, des visites très variées. Donc, aux Pays-Bas, on a été voir plusieurs bâtiments où, là, à chaque fois, grâce au guide qui nous conduisait, on a pu voir des différentes situations. Il faut savoir que chaque architecture a une situation différente, donc il n'y a pas des modes uniformes d'intervenir, mais chaque bâtiment a une histoire à part entière, donc chaque situation est une situation à part entière. On a été aussi à Lille et dans ses alentours, enfin, la Villa Cavrois et d'autres bâtiments, là aussi dans des contextes très, très différents où des situations d'intervention sont très différentes. La Villa Cavrois, dont vous avez probablement entendu parler, est un exemple, par exemple, de prise en charge de la part d'un gouvernement national d'un bâtiment qu'on a décidé de faire devenir un monument national et sur lequel on va concentrer énormément de budget, de moyens, de manière même très surfaite par rapport à sa valeur intrinsèque. Alors, on va travailler sur les architectures en danger en Belgique, donc ce qu'on a dit le patrimoine moderne, et on va travailler sur l'ensemble du territoire. Donc on ne va pas se cantonner à Bruxelles, mais on va travailler en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. On a choisi une série de bâtiments, en tout cas on a sélectionné une série de bâtiments d'échelle assez différentes, mais avec des problématiques très complexes parfois, parce que on a des maisons en Flandre qui sont des maisons en béton, mais sur lesquelles il y a toute la problématique de comment on conserve un bâtiment en béton. On a des bâtiments qui sont classés, donc qui sont protégés par un arrêté du ministère, mais qui, malgré le fait qu'ils soient classés, tombent en ruine. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-ci ? Parce que naturellement, il manque un programme, il manque des financements. On a des bâtiments qui sont au seuil d'être en danger, ça veut dire qu'ils ont perdu leur fonction initiale, ils ont perdu d'utilisateurs, ils sont vidés de leur activité, et donc ils sont dans cette position où ils risquent de basculer, soit de se faire démolir, soit de se faire protéger, soit d'être transformés. Et donc on a toute une variété de cas sur lesquels il y aura moyen de choisir selon les échelles et les types de problèmes qu'on va donc voir plus en détail jeudi. Alors, dans le cadre de cette option, ce qu'on va faire, c'est, on fait naturellement beaucoup de travail d'analyse et de recherche documentaire. On reconstitue l'histoire, comme on a dit, l'histoire du jour suivant. Qu'est-ce qui s'est passé le jour après l'inauguration jusqu'à aujourd'hui ? Cette reconstitution se fait naturellement avec des documents, mais se fait aussi avec des témoignages de gens qui ont utilisé, qui ont habité, qui ont travaillé, qui sont intervenus sur le bâtiment peut-être. Rédiger un calendrier commun, on aura une série
d'échéances qui seront faites exactement au même moment, de manière qu'on puisse travailler au même rythme. Et puis, naturellement, il y a certaines échéances qui seront différenciées dans le contenu, parce que quand une équipe dans IAM doit présenter un storyboard, chez nous, devra présenter un état d'avancement dans la rédaction de son texte. Donc, on a une ébauche donc de calendrier où, disons, on a déjà défini des moments communs, donc où on aura des activités en commun, tous les étudiants ensemble avec nos invités extérieurs, qu'ils soient des invités de IAM, qu'ils soient des invités de Docomomo, des remises communes et des moments aussi de correction commune où les échanges entre enseignants et entre étudiants seront mis à l'avant. Voilà, et naturellement, l'échéance finale, la date, on la connaît pas encore, donc elle sera définie à la fin. Dans les deux cas, que ce soit IAM que Docomomo, on a une seule cote finale, donc vous n'avez pas plusieurs cotes, vous avez une seule cote finale, mais vous aurez des cotes intermédiaires, ça veut dire des évaluations qui seront faites lors des passages, qui seront faites au même moment, donc au même rythme, et qui vont donc composer la cote finale, mais qui seront toujours des cotes collégiales, donc il n'y aura pas l'examen de tel ou l'examen de l'autre. Je pense que j'ai tout dit. Merci de votre attention.